Donc, il y a deux mécanismes d'optimisation one-shot. One-shot, ça veut dire qu'on va avoir la réduction d'impôt directement sur l'année de l'investissement. Donc, du coup, pour ces deux mécanismes d'optimisation one-shot, on va commencer par le Girardin industriel. Donc, que dit la loi par rapport au Girardin industriel? Elle dit que toute personne physique qui investit dans du matériel industriel neuf au profit d'entreprises en outre-mer pour favoriser le développement économique et social bénéficiera en contrepartie d'une réduction d'impôt sur le revenu supérieure à son investissement et dès l'année suivante. Donc, du coup, pour ça, le dispositif a été prolongé jusqu'en 2027. Il y a peu de monde qui connaît ce Girardin industriel ou quand on le connaît de manière assez risquée. Nous, aujourd'hui, on fonctionne avec un partenaire unique qui est sécurisé. Et donc, je vous l'expliquerai plus en détail après. À quoi sert le Girardin industriel? Il sert au financement de l'économie en outre-mer. Il sert à un relancement économique, une égalité économique et une création d'emplois. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'outre-mer aujourd'hui, il y a à peu près 30% de chômage et que les entreprises ont du mal aussi à trouver du monde et à se développer parce que toutes les entreprises ont besoin de matériel agricole ou de matériel pour exercer. Elles n'ont pas directement sur l'île les entreprises qui vont créer ce matériel-là. Donc, elles sont obligées de l'importer et l'importation, ça a un coût. Le Girardin aujourd'hui permet justement à éviter ce coût-là et à aider l'économie en outre-mer. C'est pour ça qu'on a cet avantage fiscal finalement. On va aider le développement de l'économie de l'outre-mer, donc on a un avantage fiscal et une réduction fiscale. Donc pour ça, pour comprendre le système du Girardin industriel et le mécanisme, je vais le comparer au livret A. Donc le livret A, ce qu'il faut savoir, bon, vous connaissez peut-être déjà les tenants et les aboutissants du livret A, il y a un plafond de 22 950 € sur le livret A. Il y a une rentabilité qui a augmenté donc, de 0,5 à 1% récemment, donc une rentabilité annuelle de 1%, et c'est garanti comme investissement, si on peut appeler ça un investissement, et c'est une disponibilité immédiate, c'est-à-dire qu'on peut faire des changements autant qu'on veut sur le livret A. Le Girardin industriel, aujourd'hui, les versements sont plafonnés à 90% de votre imposition et une rentabilité de 10% sécurisée avec une sortie obligatoire à l'année N+1. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un investissement qui ne peut pas durer plus d'1 an. Donc, l'objectif aujourd'hui sur un investissement en Girardin industriel, c'est de placer sa trésorerie pour l'impôt, donc que l'impôt travaille à 10% net. Et à ce jour, il y a 25 000 contribuables qui utilisent ce dispositif-là sur 17 millions de contribuables qui payent un impôt. Donc, ça représente 0,15%. Donc, aujourd'hui, c'est une solution qui est relativement méconnue et qui est assez intéressante. Elle peut être proposée uniquement par les CIF, donc les conseillers en investissement financier. Et aujourd'hui, des CIF, il y en a uniquement 5 000 en France. Si on prend un schéma de trésorerie, donc avec un chiffre très rond de 10 000 € pour une personne qui investit 10 000 €, voir un petit peu comment ça se passe pour cette personne. Donc, quand on investit 10 000 € en Girardin industriel, l'année N+1, donc en 2023, les finances publiques nous donnent une réduction d'impôt de 11 000 €. Donc, on a directement un gain net de 1 000 € soit 10%. Donc, ça, c'est vraiment le schéma de trésorerie qui arrive quand on investit dans du Girardin industriel. Donc, c'est un investissement qui est au minimum pour les personnes qui payent 2 500 € d'impôt sur le foyer fiscal. Et après, il faut respecter les niches fiscales en outre-mer de 18 000 €. Il y a une réduction qui est là, mais qui est uniquement sur les impôts, sur l'impôt en lien avec le barème de l'imposition, donc qui ne prend pas en compte la fiscalité de la flat tax avec des investissements en placement financier, le prélèvement forfaitaire libératoire de l'auto-entrepreneur et la CSG-CRDS qu'on peut avoir quand on investit dans l'immobilier locatif. Tout le surplus, si l'investissement était trop dimensionné ou trop élevé par rapport à l'impôt que l'on paye, mais le surplus est reportable 5 ans. C'est un investissement qui ne modifie pas le prélèvement à la source. Donc ça, c'est souvent une erreur que l'on peut penser quand on fait cet investissement, mais le prélèvement à la source ne se modifie pas. Par contre, arrivé à la régulation en septembre-octobre, justement, les finances publiques nous transfèrent 11 000 € de réduction d'impôt, alors qu'on a payé 10 000 €. Donc réellement, le gain net est de 1 000 €. Et les frais d'enregistrement, ou soit les frais d'entrée, on peut les appeler comme ça, sont environ de 50 € pour un investissement à 10 000 €. Ce sont des frais qui sont dégressifs en fonction de l'investissement. Si on investit 3 000 €, ils seront moins élevés que 50 €. Qui peut aujourd'hui vous conseiller sur cet investissement-là? C'est votre conseiller en gestion de patrimoine et donc la personne qui vous a invité. Donc, si c'est moi qui vous ai invité, moi, bien entendu, mais si c'est d'autres conseillers, vous devez vous référer à votre conseiller en gestion de patrimoine.
Pour maintenant le montage un peu plus en détail du Girardin industriel pour comprendre ce qui se passe un peu plus derrière tout ça. Donc, pour une société de portage donc, qui détient directement un véhicule à louer aux entreprises en Outre-mer, justement. Donc, ce véhicule-là, il va être financé par trois partenaires. Donc, du coup, il va y avoir l'exploitant qui va y mettre 2 500 €. Il va y avoir l'investisseur qui va investir dans le Girardin, donc qui va mettre 10 000 €. Et après, il va y avoir les banques qui vont mettre 12 500 €. Donc, ça, c'est pour le financement du véhicule qui va être loué. Et donc, l'exploitant va faire comme un leasing, finalement, on va mettre 2 500 € plus un loyer pendant 5 ans pour pouvoir exercer. Et après, il va y avoir donc, cette société, donc la SNC, la société de non collectif, qui va être régie par l'article 199, qui va permettre à l'investisseur d'avoir sa réduction d'impôt de 11 000 € qui sera plus élevée que son investissement. Donc ça, c'est un montage qui est un peu complexe et donc on reverra par la suite par rapport à certaines garanties. Aujourd'hui, le Girardin, c'est connu de manière assez risquée. Et on a un partenaire unique qui s'appelle Interinvest qui nous permet d'avoir cette solution de manière sécurisée à 100%. Donc pour ça, il y a plusieurs assurances. Donc premièrement, il y a une assistance juridique s'il y a le moindre problème. Si par exemple, l'exploitant ne paie pas le loyer ou ce genre de choses, il y a toujours des assistances juridiques et par rapport à ça, il y a plein de garanties. Donc, il y a une première garantie qui est la RC Pro qui couvre en fait tout simplement tous les erreurs de montage que pourrait faire Interinvest. Il y a une clause de limitation de recours qui est très, très importante parce que quand on fait des investissements en SNC, on est solidairement responsable s'il y a un défaut de paiement par rapport au locataire. Ce qui est très important, c'est que cette clause-là nous sépare par rapport à la SNC et donc s'il y a le moindre problème, ce n'est pas nous qu'on va venir voir. Donc, cette assurance est très importante. Et après, il y a une assurance RC parapluie, donc qui permet pour les dommages matériels jusqu'à 100 millions d'euros de dommages et de couvrir jusqu'à 100 millions d'euros. Et après, pour les dommages corporels, c'est un montant illimité par rapport à cette assurance. Je m'explique avec un exemple. Si par exemple, un agriculteur en Outre-mer loue un tracteur sur cette société de portage ou sur cette SNC et qui vient abîmer la clôture du voisin à côté de son champ, voilà, on va faire une petite histoire sympa. Il vient abîmer la clôture du voisin. Et bien finalement, ça va rentrer dans les 100 millions d'euros de les dommages parce que c'est un dommage matériel. Après, si par exemple, en plus de la clôture, il touche le voisin, donc ça va être un dommage corporel, et bien en plus de ça, donc là, les dommages seront illimités et remboursés de manière illimitée. Et après, la dernière garantie qui permet au G3F d'être garanti à 100%, c'est la garantie, mais justement G3F, qui permet donc la garantie de bonne fin financière et fiscale. Donc, il va venir couvrir tous les autres aléas financiers et fiscaux dans la limite de 10 millions d'euros. Donc, ça, c'est ce qui va permettre, en fait, si vous voulez, de garantir le G3F. Donc, du coup, je vais vous expliquer un petit peu ces assurances, quel impact elles vont avoir. Donc, la garantie G3F rentre dans les 10 millions d'euros pour que l'investisseur privé puisse avoir sa réduction d'impôt. Les clauses de limitation de recours, ça va être en lien avec la banque. Donc, du coup, c'est-à-dire s'il y a un défaut de paiement, l'investisseur va être aussi sécurisé. Et après, l'assurance RC parapluie, elle vient directement s'appliquer sur l'exploitant et donc l'investisseur sera aussi sécurisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ACPR a été 3 mois dans les locaux d'Interinvest pour regarder en fait cet investissement et pour discuter sur le fait que sur la plaquette commerciale, ils pouvaient mettre 100% garantie. Aujourd'hui, Interinvest a été reconnu 100% garanti par l'ACPR, donc qui est l'autorité de contrôle prudentiel et résolutionnel de la Banque de France. Donc, est-ce que le Girardin, c'est une solution miracle? Ne criez pas tous derrière l'ordinateur, oui, c'est non, bien entendu. Clairement non, ce n'est pas une solution miracle parce qu'on est sur un outil de diversification patrimoniale. On gagne 10%, mais sans mécanique des intérêts composés que vous avez vu au départ. Donc, on n'est pas sur une solution miracle. On est sur une solution très intéressante parce que c'est 10% garantie et ça permet d'optimiser la trésorerie aussi, voilà, de manière à, on va dire, un peu payer l'impôt en avance, si on peut le voir comme ça, et gagner 10%. Donc, ce n'est pas une solution miracle, mais par contre, elle génère 10%. Est-ce qu'il y a d'autres réductions d'impôts au-delà de 10%? Bien entendu, c'est celle qu'on va voir maintenant. Donc, c'est le capital investissement. Le capital investissement, à partir de maintenant, vous pouvez oublier toute la solution Girardin. Donc, là, Girardin, c'est sa propre solution. Maintenant, je vais vous parler du capital investissement qui est une autre classe d'actifs. Donc, la classe d'actifs du capital d'investissement, la définition simple, c'est financer en capital d'entreprise non coté en bourse. On investit dans des TPE, PME, ETI et GE. Donc, TPE, c'est
très petites entreprises, PME, petites moyennes entreprises, ETI, entreprises de taille individuelle et GE, grandes entreprises. Donc, c'est des moyens très intéressants pour les entreprises de financer aujourd'hui et de se financer et de se développer. Donc, ça leur permet, eux, de récupérer l'argent des investisseurs, de les traiter, de les investir et d'amener une croissance sur leur entreprise. Et ça permet aussi aux investisseurs que cette croissance soit bénéfique pour eux pour fructifier leur argent. Aujourd'hui, donc, les FCPR, il y a les FCPI et FIP. Donc, FCPI, c'est quoi? C'est les fonds communs de placement en innovation, donc qui investissent dans des entreprises qui sont dans la recherche et le développement en innovation. Et après, il y a les FIP, donc, qui sont les fonds d'investissement de proximité, donc qui, eux, vont investir sur une zone géographique. Donc, c'est un investissement qui est bloqué entre 6 et 10 ans. Et le déblocage anticipé est possible, mais je ne vous le souhaite pas, c'est décès ou invalidité pour le souscripteur ou le conjoint. Donc, ça, c'est vraiment les caractéristiques du capital investissement sur les FIP et les FCP. Donc, c'est un outil également, comme le Girardin, de diversification du patrimoine avec une réduction d'impôt. C'est pour les personnes qui ont un profil de risque équilibré et dynamique. Donc, c'est des gens qui peuvent accepter la perte en capital également. C'est-à-dire qu'il va y avoir une fluctuation vu qu'on est investi sur des entreprises. Et donc, du coup, il va y avoir une potentiel de perte en capital. Donc, du coup, c'est pour les gens qui ont un profil de risque équilibré et dynamique. Pour les gens qui ont un profil de risque prudent ou sécurisé, ça ne va pas être la bonne thématique d'investissement parce que d'une part, ils n'ont peut-être pas 6 à 10 ans devant eux et d'autre part, ils vont peut-être préférer des choses plus sécurisées. Donc, pour voir un schéma de trésorerie d'un FIP ou d'un FCPI pour un contribuable qui paye 10 000 € d'impôt. Donc, il va investir 10 000 € l'année N dans un FIP métropole. Donc, il va avoir un gain en réduction d'impôt de 22,5%, donc ce qui représente aujourd'hui 2 250 € sur 10 000 €. Donc, sur l'année N+1, il récupérera une réduction d'impôt de 2 250 €. Donc, si on regarde un petit peu ce montage-là, l'année N, il investit moins 10 000, donc il investit 10 000, donc il perd ses 10 000 €, il les investit. Et l'année N+1 en septembre, il gagne 2 250 € sur son imposition. Et après, en décembre N+7, donc vu que le fonds est bloqué entre 6 et 10 ans, donc là, on projette sur la 7e année qu'il récupère ces 10 000 € sans revalorisation. Donc, on va prendre en compte que l'entreprise ne s'est pas revalorisée. Donc, ça, c'est le plan qui se passe pour un FIP, c'est-à-dire qu'il est bloqué entre 6 et 10 ans, et au bout de 7 ans, par exemple, là, sur ce cas-là, on récupère le capital, en plus d'avoir obtenu la réduction d'impôt. Donc, la durée de vie, on a un maximum entre 7 et 10 ans, donc prorogeable 3 fois 1 an, donc ça peut aller jusqu'à 10 ans. La sortie avec une plus ou moins value. Donc, on est positionné sur une entreprise qui va se développer, on est sur des petites moyennes entreprises, donc il peut y avoir un risque qui est quand même relativement considérable et je vous montrerai les performances que ça peut avoir sur certains FIP. Donc, du coup, il peut y avoir une plus ou moins value également. Et après, il faut savoir privilégier la diversification, justement. Parce que la diversification va permettre de lisser le risque, c'est-à-dire on va se positionner sur plusieurs FIP et des FIP qui ont différentes thématiques, aussi bien des FCPI sur l'innovation que des FIP pour justement avoir différentes stratégies aussi et arriver à faire une moyenne de ce risque-là et d'arriver à avoir une moyenne qui reste relativement positive. Donc, cet investissement-là en FIP, le minimum d'investissement possible, c'est 1 000 €, donc ça fait une réduction d'impôt de 225 €. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le capital investissement, c'est une classe d'actifs à part entière. Donc, ça permet d'être décorrélé des marchés, ça a une performance relativement attractive. Ici, le capital investissement qui est mis est la moyenne de 11,7%. Ça rassemble plusieurs FCPR. Et donc, du coup, il n'y a pas que les FIP et les FCPI, il y a aussi les FCPR à haut rendement. Les FCPR à haut rendement, c'est des FCPR qui ont des droits d'entrée à hauteur de 100 000 €. Donc, c'est des FCPR qui sont soit dédiés pour des entreprises, pour des liquidations d'entreprises et optimiser un capital, ou soit pour des particuliers qui ont beaucoup de capital, parce qu'on est quand même sur un outil de diversification patrimoniale. Donc, du coup, ici, la moyenne, si vous voulez, du capital investissement, on voit quand même qu'il y a une performance qui est relativement attractive, en plus de cette réduction d'impôt, qui est ici de 11,7% et qui est comparée au 440 immobilier et au hedge fund. Donc, aujourd'hui, à quel moment ces FIP et FCPI vont investir dans une entreprise? À quel cycle de vie de l'entreprise ils vont investir? Une entreprise a plus ou moins tous les mêmes cycles de vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle se crée, va avoir besoin d'une levée de fonds et d'avoir du capital pour pouvoir se créer. Donc, c'est là où il va y avoir des love money, où même il va y avoir des business angels qui vont se positionner sur l'entreprise et donc amener du capital pour que l'entreprise puisse réaliser ses premiers projets. Il va y avoir des premiers succès, une phase d'évolution de l'entreprise, et après, il y aura la phase de décollage et la phase de maturité.
C'est à partir de cette phase-là où les FIP vont commencer à trouver tous des pépites en entreprise et des entreprises relativement intéressantes. Et donc, ils vont être sur des entreprises qui ont déjà quand même une certaine maturité. Ils ne vont pas se positionner sur l'entrée des entreprises ou à la création des entreprises. On est quand même sur des petites entreprises. Donc, du coup, ils se positionnent sur des entreprises qui vont quand même être sur une maturité certaine. Il y a quelque chose qui est très important à connaître quand on investit dans du FIP et du FCPI, c'est les courbes en J, c'est-à-dire le développement d'une entreprise dès qu'elle reçoit un capital. Toute entreprise, quand elle reçoit un capital, elle va prendre ce capital, elle va l'investir. Donc, au moment donné où elle va l'investir, sa valeur de part va chuter. Et après, son projet va fructifier. Et donc, ça va mettre du temps avant de récolter les fruits de son projet, de son investissement et de son développement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre pour comprendre la durée de blocage sur un FIP. Donc, le FIP est bloqué entre 6 et 10 ans, justement pour pallier à cette courbe en J-là. Donc, dans les premières années, tous les FIPS vont être négatifs. Et au bout d'un certain temps, le projet va commencer à fructifier. Et donc, du coup, les entreprises vont commencer à rapporter de l'argent en plus de la réduction fiscale. Donc, c'est quand même un investissement qui, pour moi, est relativement intéressant et responsable parce qu'on investit dans des petites et moyennes entreprises françaises. Donc, du coup, ici, si on doit regarder les fonds et les FIP d'Odyssée Venture, on a eu la chance de pouvoir les rencontrer au Forum du patrimoine et échanger avec eux. Et en fait, les FIP, on parle de FIP comme de millésimes, c'est-à-dire un petit peu comme le vin, si vous voulez. Il va y avoir des millésimes suivant les années des FIP. Donc, on voit ici, vous voyez les millésimes ici de 2005 à 2020. Donc, les derniers, quand on comprend cette courbe en J, ils sont dans les négatifs. Et on voit que les premiers, justement, qui ne sont pas loin des blocages ou qui ont déjà été débloqués, on voit certaines rentabilités, hors réduction d'impôt, je précise, sur les entreprises et sur les FIP sur lesquels les personnes ont pu investir. Donc, du coup, on voit même 100% de rentabilité ou même on voit pour certains 200% de rentabilité. Donc, c'est un plan qui est intéressant, notamment sur la réduction d'impôt, mais aussi également sur le développement des entreprises. Donc, bien entendu, si on peut faire ces performances, il peut y avoir des négatifs aussi. En moyenne, il me semble, si je ne me trompe pas, ça sera vérifié après dans vos débriefs aussi avec certains conseillers, il me semble que 8 FIP sur 10 sont dans le positif. Donc, du coup, je vais vous parler de la pompe à FIP, qui est un mécanisme très intéressant. Donc là, la petite question qui est magique, comment gagner 1 500 € d'impôt par an à vie en investissant 5 000 € pendant 7 ans. C'est un petit peu la question un peu sympa, mais il faut arriver à comprendre ce qu'il y a derrière et c'est un mécanisme qu'on peut mettre en place avec des investissements dans les FIP en Outre-mer. Pourquoi en Outre-mer? Pour les FIP en métropole, on est à 22,5% de réduction d'impôt. Pour les FIP en Outre-mer, on est sur 30% de réduction d'impôt. Donc, 1 500 €, ça représente 30% de 5 000. Donc, du coup, il va y avoir sur cette pompe à FIP qu'on va essayer de créer, cette pompe à réduction fiscale, une phase d'épargne. Donc, cette phase d'épargne, ça va être pendant 7 ans. On va investir 5 000 € par an. Donc, on va bien entendu à ce moment-là avoir des réductions fiscales, mais on ne va pas avoir le retour de l'investissement parce que vous avez compris que c'est bloqué sur une certaine période. Sur la deuxième phase, on va être plutôt en phase de rente parce qu'au bout de 8 ans, au bout de 7 ans, on va récupérer le premier capital investi. Et donc, du coup, là, ce qu'on va faire automatiquement, c'est qu'on va réinvestir l'argent que l'on a généré, donc que l'on a récupéré dans le premier investissement. On va le réinvestir. Et au final, vu qu'on a investi pendant 7 ans, mais chaque année, on va récupérer N-7, justement, l'investissement qu'on a pu faire. Et donc, du coup, ça va faire un vase fermé, si vous voulez, et ça va permettre de réinvestir tout l'argent qui va nous être débloqué des années antérieures. Et donc, ça permet deux choses. Donc, premièrement, en phase d'épargne, Pierre, ici, il a placé 35 000 €. Donc, si on fait 5 000 x 7, ça fait 35 000 €. Et en même temps, il a eu 1 500 € par an de réduction d'impôt dès l'année N1. Donc, il a une rentabilité annuelle de 30% parce que justement, il a eu un gain de 1 500 € par an de réduction fiscale en investissant 5 000 € par an. Et en phase de rente, il aura un gain de 1 500 € par an de réduction fiscale sans effort supplémentaire parce qu'il va juste récupérer son investissement des années antérieures. Donc ça, c'est la pompe à FIP et c'est un mécanisme qui peut être très intéressant sur le FIP. Le FIP peut être fait de manière one-shot et peut être fait de manière avec une stratégie qui est la stratégie de pompe à FIP. Maintenant, je vais repasser la main à Duncan pour vous parler du PER et je vais te donner le contrôle, Duncan. Normalement, c'est good. Super, normalement, c'est bon. OK, accrochez-vous, on arrive à la solution PER et j'aimerais bien que tout le monde ouvre grand ses oreilles parce que j'ai beaucoup entendu beaucoup de choses sur le PER et notamment une chose
qui est finalement liée à une incompréhension ou alors une méconnaissance de la fiscalité dans sa globalité quand on parle de PER, c'est-à-dire plan épargne retraite. Pourquoi je dis dans sa globalité? Parce que le PER, il faut savoir qu'il y a une fiscalité avantageuse à l'entrée, mais une fiscalité qu'il faut comprendre et qui a un impact à la sortie. On va le voir ensemble. Donc, simplement pour comprendre. Petite latence, parfait. Pour comprendre ce fameux plan épargne-retraite, donc déjà, petite rapide historique, ça date d'il n'y a pas très longtemps avec la loi Pacte, qui a modifié finalement, comme je vous disais tout à l'heure, les Madelins et certains dispositifs d'épargne retraite pour le globaliser. Et nous, on va se concentrer surtout sur celui qui est destiné à nous-mêmes, investisseurs particuliers. Donc, la réduction d'impôt, alors, on va corriger ça, on va parler d'une économie d'impôt. Okay, comme je vous disais tout à l'heure, on parlait des trois choses à distinguer, la déduction, la réduction et le crédit d'impôt. Effectivement, quand on va faire des versements sur un PER, on va être dans ce qu'on appelle la déduction, comme je vous disais tout à l'heure, et donc on va avoir une économie d'impôt. Si vous avez suivi l'atelier précédent, vous savez que dans les placements financiers, il y a certaines bonnes pratiques. Donc, prenons un exemple de ces bonnes pratiques, notamment celle de l'investissement mensuel, versement programmé. Prenons cet exemple de 300 € par mois. Donc, mensuellement, je verse 300 € sur mon PER. Au final, sur l'année, j'aurais versé 3 600 €. Donc, quelle est l'économie d'impôt que j'aurai à la finalité? Eh bien, ce sera mes 300 € investis multipliés par ma tranche marginale d'imposition, rappelez-vous, ce qui me donne 90 € par mois d'économie d'impôt, soit 1 080 €. Le PER, souvent, on dit qu'il est intéressant à partir d'une TMI 30. Pourquoi? Parce que effectivement, on aura plus d'économie d'impôt. Faites le calcul, hein, mais si vous faites fois 11%, l'économie d'impôt sera plus faible. Donc, effectivement, quand on est dans la tranche à 30%, c'est là où on va maximiser le levier fiscal avec ce dispositif-là. Attention, ce dispositif a un plafond spécifique. Donc, on n'est pas dans le plafonnement des niches fiscales, puisqu'on est dans le plafonnement de l'épargne retraite. Retenez grosso modo 10% des revenus d'activité. C'est ces fameuses lignes que vous voyez à la fin de votre avis d'impôt, que personne ne comprend, hein, je ne vous le cache pas, mais maintenant vous le saurez. Ces fameuses lignes vous donnent votre plafond pour l'année de versement possible ou de déduction possible sur l'avis d'impôt, sur les revenus, donc de versement sur le PER, pardon. Attention, petit message ici, c'est que ce chiffre-là n'est pas forcément juste ou tout le temps juste. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte aussi les versements que vous faites chez votre employeur, dans par exemple un plan épargne entreprise. Souvent, on le fait, un PERCO, ça doit vous parler, ou un PEE. Quand vous faites ces versements-là, ils donnent lieu à des abondements, pardon, et ben, ce n'est pas calculé dedans. Donc, il faut faire attention à ça. Et donc, dans ce cadre-là, vérifiez bien avec votre conseiller que vous avez pris en compte cette partie-là. Ceci étant dit, ben, on a un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. Et notamment, ben, on est dans un produit qu'on appelle un produit tunnel, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'a pas de sortie possible avant l'âge de la retraite. Alors, en réalité, il y en a. C'est des cas particuliers et notamment, on va détailler un seul qui est si je veux acheter ma résidence principale. Typiquement, qu'est-ce qui peut se passer? Je fais des versements aujourd'hui, donc je fais mes versements de 300 € par mois ou peu importe, pendant 10 ans et au bout de 10 ans, je veux acheter ma résidence principale. Et ben, ce qui se passe, c'est que quand je vais sortir, je vais être fiscalisé. Et cette fois-ci, fiscalisé sur le capital et sur mes intérêts. Donc, la question se pose de est-ce que c'est intéressant d'envisager de sortir pour ma résidence principale puisque le gain fiscal que j'aurai au début, ben, je vais le perdre au bout de 10 ans. Et dans un PER qui malheureusement peut être mal géré, hein, comme vous savez, c'est une enveloppe fiscale, donc on met un petit peu ce qu'on veut dedans. Donc, la gestion qui est dedans, elle est importante. L'allocation des actifs qu'on va mettre dedans est importante. Si c'est mal géré ou qu'on ne fait pas beaucoup de rendement, ben, finalement, on ne gagne pas grand-chose. Donc, c'est important de le prendre en compte. Donc, peut-être envisager finalement de le garder sur du long terme.
Ce qui peut être avantageux, c'est qu'on peut sortir en rente ou en capital. Alors ça, c'est grâce à la loi Pacte. Maintenant, dans le PER, on peut à la retraite sortir soit en rente, soit en capital. C'est beaucoup plus confortable puisque déjà, on a le choix. Et puis, ben, si on veut, voilà, on a des projets à la retraite, ça peut s'envisager de cette manière-là. La succession aussi est avantageuse puisqu'on va déjà pouvoir choisir les bénéficiaires, au même titre que l'assurance vie, et on va avoir à peu près les mêmes abattements de 152 000 euros, 152 500. Attention, si vous connaissez l'assurance vie, vous savez que c'est les versements et l'âge des versements qui va être important pour ces abattements-là, en plus des abattements légaux. Dans le cadre du PER, c'est différent, c'est-à-dire que ce ne sont pas la date des versements qui compte, c'est l'âge du décès. Alors malheureusement, c'est un peu moins fun, mais il faut le savoir, c'est comme ça. Si il m'arrive quelque chose avant mes 70 ans, je peux avoir ces abattements-là. Après 70 ans, c'est une autre question. On a la liberté d'épargner à son rythme. Pourquoi? Parce que je peux faire des versements mensuels, ponctuels, comme je le souhaite, et je peux surtout investir comme je le souhaite. Alors, pour comprendre cette fiscalité à la sortie, puisque je vous en ai parlé, en fait, ce que je gagne au début, je le perds à la fin. Retenez ça. Donc, finalement, à quoi bon investir sur du PER? On va le voir. Juste pour comprendre cette fiscalité, vous avez, donc, si je sors en capital, le capital qui est imposé à l'impôt sur le revenu, donc au barème progressif, la TMI, ça vous connaissez, et les intérêts, donc les plus-values que j'ai générées, seront imposés à la flat tax, donc au prélèvement forfaitaire unique de 30%. En cas de sortie en rente, c'est un petit peu différent. Les rentes seront imposées à l'IR, donc impôt sur le revenu, et des prélèvements sociaux. Alors, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi on investit là-dessus? Ce n'est pas intéressant. En réalité, il ne faut pas le voir comme ça. C'est-à-dire qu'il faut plutôt voir le fait que je vais payer de l'impôt quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, je paierai cet impôt-là, que ce soit maintenant ou à la retraite. Donc, plutôt que de le payer plus tard et finalement, ou plutôt que de le payer tout de suite, pardon, je vais le payer plus tard, cet impôt. Et tout de suite, je vais le faire fructifier, cet impôt. Donc, en fait, le PER sert à ça. Et c'est comme ça que moi, je l'explique, parce qu'on se dit, oui, en fait, maintenant qu'on connaît les tenants aboutissants du PER, on se dit, bon, ce n'est pas intéressant finalement. Parce que ce que j'investis, je le perds après. Ou ce que je gagne au début, je le perds après. Non, la réalité, c'est qu'en fait, il faut le voir comme une enveloppe fiscale avec ce cadre-là, mais surtout, ce qui va être important, c'est ce qu'on va y mettre dedans. Et donc, ce qu'on va y mettre dedans va faire fructifier et créer un levier fiscal, et on va le voir de la manière aussi simple qu'on l'a calculé tout à l'heure. Je verse 300 euros par mois. J'ai une économie d'impôt de 90 euros par mois. Si je fais le bilan sur 20 ans, mettons que je suis à la retraite dans 20 ans, alors ce n'est pas mon cas, ça se voit, mais c'est peut-être le cas pour certains. Mettons que voilà, mes versements, 300 euros par mois, je fais fructifier et j'ai un capital retraite de 100 000 euros. Et comment il se découpe, ce capital retraite? Il se découpe de mon investissement personnel, donc ce que je sors de ma poche tous les mois, mis bout à bout, ça vaut combien? Et le levier fiscal que j'aurais gagné dès le début par mes versements. Et donc, ça se découpe de cette manière-là, 50 000 euros que j'ai effectivement investis et 21 000 que j'ai fait fructifier dès le début. On va prendre un exemple de 28 000 euros d'intérêt qu'on a créé en rendement avec l'allocation, le suivi, etc., sur le long terme. Ce qui fait que finalement, on a un gain derrière, malgré le fait que la fiscalité, on le paye, on aura réussi à faire travailler notre argent, notre imposition finalement, dès maintenant. Donc voilà l'intérêt finalement du PER. Alors, pour conclure rapidement, quelques points à retenir. C'est surtout important de comprendre que l'optimisation fiscale et l'évasion fiscale et la fraude fiscale sont deux choses très différentes. Effectivement, quand on parle de fiscalité, c'est extrêmement encadré par l'État. Donc, pas de risque là-dessus. Je le redis, mais l'optimisation fiscale ne doit pas être une fin en soi. C'est vraiment un outil, c'est un levier qu'on va activer. Lorsqu'on fait une étude patrimoniale, on insiste sur ce point-là parce que souvent, on vient nous voir en nous disant, voilà, je voudrais réduire mon impôt, je paie trop d'impôts. Oui, mais pourquoi? C'est ça qui est important. Point essentiel, Pierre l'a dit, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a que des solutions qui existent en fonction de la situation de chacun et donc qui vont correspondre ponctuellement, soit en diversification, soit en stratégie principale, si vraiment ça a beaucoup de sens. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment faire du sur-mesure et chaque personne est différente, chaque personne aura une solution, un investissement différent. Les solutions doivent correspondre, comme je l'ai dit, aux objectifs et aux projets.
évidemment, pour terminer sur le suivi, donc la transparence, le suivi et la transparence, pardon, transparence des impôts, donner du sens à son épargne. Alors, on en parlait aussi en même temps en salle numéro 2, mais donner du sens à son épargne avec mes investissements et faire fructifier mes impôts, c'est important. Donc, comprendre comment utiliser l'impôt. Et surtout, le suivi du conseiller, parce que en fonction de ma situation, je vais faire plutôt des investissements one-shot ou plutôt des investissements long terme, ou les deux, évidemment.